Alors, Alex Nissa du 06, c'est encore lui. Sur tous les entraîneurs qui avaient débuté la précédente saison de Ligue 1, seulement 4 sont encore en poste. Fonseca, Hez, Genesio et Gastien. Cette instabilité des entraîneurs dans nos clubs peut-elle être également une explication de nos mauvais résultats en Coupe d'Europe? Oui, enfin, il y a eu 16 entraîneurs virés, et ils jouent pas tous la Coupe d'Europe. Je pense pas que Julien Stéphan ou Michel Zakarian à Brest aient été virés à cause de la Coupe d'Europe. Et c'est vrai que voir Pochettino viré au bout d'un an, Galtier viré au bout d'un an, j'ai un doute sur Pochettino d'un coup, mais je pense qu'il a fait qu'un an. Oui. Tudor qui s'en va au bout d'un an, comme Longoria qui a fait un an et quelques matchs. C'est vrai que pour les deux clubs majeurs du championnat de France, il y a une instabilité au niveau de la direction technique qui est problématique. Et je pense que le PSG doit surtout s'attacher à prendre un entraîneur sur lequel il pourrait bâtir sur plusieurs années, ce qui, à mon sens, élimine Mourinho et Conte du débat et met plutôt en valeur un jeune entraîneur comme Nagelsmann. Anatole du 49. Pierre, l'Inter peut-elle nourrir des regrets? Ah bah oui, quand tu vois les occasions à la fin du match, celle de Lautaro, celle de Lukaku, cette tête à bout portant de Lukaku, même la tête de Goussen à la dernière minute des arrêts de jeu, bien sûr qu'ils peuvent nourrir des regrets. Ils ont parfaitement réussi à faire déjouer le Manchester City qui n'a pas eu sa domination avec la balle habituelle. Voilà, c'est quelque chose de c'est une équipe typiquement italienne, parfaitement organisée, qui a fait un gros pressing avec un physique quand même tout à fait remarquable. Mais voilà, force est restée à Manchester City. Mick me dit Gallardo à l'OM, bonne ou mauvaise idée? Je pense que Gallardo, entraîneur d'un club, c'est forcément une bonne idée. Je pense que son travail en Amérique du Sud a été unanimement reconnu, que c'est un joueur en plus qui connaît bien le championnat de France. Pour sûr que ce soit à Marseille qu'il ait les meilleurs souvenirs d'ailleurs, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Voilà, je pense que ce serait effectivement un bon choix d'entraîneur et peut-être avec un jeu un petit peu plus fantaisiste qui correspondrait pas mal à la mentalité de l'OM. Plamp 9 me dit bonjour, même si tu t'en fous, Haaland peut-il remporter le Ballon d'Or? Donc effectivement, je ne peux faire que confirmer le début de ta question. Effectivement, je m'en fous et quelque part ça m'insupporte que tous les matchs soient jugés à l'aune du Ballon d'Or, comme si c'était la seule chose qui intéresse les gens. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit ce joueur il est trop perso, ce joueur il garde trop la balle, cette équipe manque de jeu collectif, et d'un autre côté, on loue finalement l'individualisme forcené que représente quelque part nécessairement la quête du Ballon d'Or. Alors pour répondre à ta question, Haaland peut-il remporter le Ballon d'Or? Moi je peux pas concevoir qu'un joueur qui n'a pas disputé la Coupe du Monde puisse prétendre à ce trophée, sauf dans le cas d'une Coupe du Monde un petit peu neutre sur le plan individuel, où pas un joueur serait sorti du lot, que le meilleur buteur soit à 3 ou 4 buts. Là, on a quand même un mec qui a mis 8 buts, un autre qui en a mis 7 et qui a gagné le trophée. Et pour moi, c'est la compétition reine de ce sport, et ça doit obligatoirement être une prime au moment de ces remises de trophées. Donc déjà, pour moi, Messi et Mbappé passent devant Haaland
d'autant plus qu'Haaland a quand même pas surperformé sur la demi-finale et la finale de la Ligue des Champions. Anatole du 49 me dit bonjour Pierre, la défaite d'Alcaraz face à Djokovic est-elle physique ou mentale? Oh bah purement physique. Hein. Alors est-ce que ces conséquences physiques viennent du mental? Je suis pas dans la tête d'Alcaraz pour le savoir. Ce qui est sûr, c'est que contrairement à tous les commentaires extatiques de tous les observateurs, j'ai pas trouvé le premier set extraordinaire. Le deuxième était en revanche fabuleux. Alcaraz a été obligé de puiser fort dans ses réserves pour le remporter. Et ce qui est évident, c'est qu'au début du troisième, Djokovic avait l'air extrêmement mal en point sur le plan physique, sauf que les crampes d'Alcaraz sont venues tout remettre en question. Je pense qu'Alcaraz n'a que 20 ans et qu'il doit progresser. Il y a du Federer en lui, et évidemment du Nadal. Il a un talent à la Federer, il a une puissance à la Nadal. S'il arrive à avoir la régularité de Nadal, les autres n'auront plus qu'à faire leur signe de croix, mais il va falloir qu'il gère son physique, qui est un petit peu fragile, et qu'il apprenne aussi à pas être à 500% sur toutes les balles. Vince, est-ce que Monsieur Pinault va sortir un jour un peu plus le chéquier pour faire de Rennes un concurrent du PSG? Jamais. C'est pas du tout dans le but, dans les objectifs de la famille Pinault. Il faut avoir un petit peu de mémoire. Hein. Il y a quelques années, la famille Pinault bouchait juste les déficits du Stade Rennais. Là maintenant, ils ont compris qu'il fallait investir un peu plus pour faire monter le club en gamme. Le club est européen pour la 3e fois consécutive. Voilà, c'est vrai que peut-être qu'un jour ils auront la tentation de se rapprocher de la Ligue des Champions et d'investir un petit peu plus d'argent. J'ai pas l'impression que ça en prenne le chemin cette saison. Elias Recham, autrefois joueur pro, Gaël Angoula va officier en tant qu'arbitre en Ligue 1. L'amélioration du niveau de notre arbitrage peut-elle passer par la reconversion d'anciens joueurs qui ont connu le terrain? Oui, c'est une solution. Maintenant, je pense que les revenus des arbitres n'ont rien à voir avec les revenus des joueurs et qu'on ne verra jamais des grands joueurs devenir arbitres parce que financièrement, ça n'a aucun intérêt pour eux. Moi, ce qui me fait rire avec Gaël Angoula, c'est de me souvenir du joueur que c'était, qui était quand même pas le meilleur ami des arbitres et qui était un joueur, on va dire, rugueux. Là, il est promu en Ligue 1. Au moins, c'est une promotion qui peut s'avérer intéressante pour des anciens joueurs, peut-être un petit peu moyens, qui ont envie de devenir arbitre. Elias Recham, encore lui. Vincent Labrune dit vouloir viser le milliard d'euros pour la prochaine attribution des droits TV. Peut-on le qualifier de doux rêveur? De doux rêveur, de gros mytho, de menteur ou d'incompétent. C'est un petit peu au choix. La situation, elle est actuelle. Je pense qu'entre Free, Amazon et Canal, le championnat regroupe, collecte, je crois, entre 650 et 680 millions par an, sachant que Amazon paye 250 millions pour 8 matchs, Canal 330 pour 2, qui déjà en soi est une aberration, et on sait que Amazon ne rentre pas dans ses sous avec ces 250 millions investis, parce que derrière, il faut payer les journalistes, il faut payer les consultants, il faut payer les frais de prod, les studios, même s'il n'y a pas beaucoup d'émissions en studio sur Amazon. Donc voilà, même à un prix ridicule, c'est pas rentable, parce que les gens n'ont pas envie de payer 10 balles par mois pour voir que la Ligue 1. Ils étaient prêts à payer pour Canal quand il y avait tout. L'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, le championnat de France, voilà.
c'est l'éclatement des abonnements qui nuit au championnat. Mais voilà, je suis pas du tout certain que Amazon soit disposé à mettre plus. A priori, Canal ne sera même pas dans la course. Et compter sur les GAFA est un joyeux leurre. Donc moi, je pense que si le championnat, en plus Messi est parti, Neymar sera peut-être parti, Mbappé sera très probablement parti. Je pense que déjà, si le championnat arrivait à 500 millions, c'est-à-dire la moitié de ce qu'escompte la Brune, ce serait déjà pas mal.